Le mariage de ta sœur est la priorité de la famille, nous ne pouvons pas venir au tien, a dit maman. J'ai répondu, ce n'est pas grave. Ils n'avaient aucune idée que je possédais une villa de 6 millions de dollars en Toscane. Quand ils ont vu les photos de notre cérémonie, ils en ont eu le souffle coupé. J'ajoutais le dernier nom à ma liste d'invités, quand le message de maman est arrivé. Le mariage de ta sœur est la priorité de la famille. Nous ne pourrons pas venir au tien. Pas de point d'exclamation, pas de pause, juste un ton final. Le coup a été plus dur que prévu, comme si quelqu'un verrouillait doucement une porte de l'autre côté. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement fixé le curseur clignotant, j'ai tapé, c'est bon, et j'ai refermé l'ordinateur portable. Une semaine plus tard, alors qu'il s'apprêtait pour le grand jour de Chloé, le monde découvrit quelque chose qu'il n'avait jamais pris la peine de demander, ma cérémonie avait déjà lieu, sous les oliviers de ma propre villa à 6 millions, en Toscane. Et quand les photos ont fait surface, le silence de ma famille a tout dit. Avant de vous raconter comment tout s'est déroulé, mettez un j'aime et laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez. Parce que parfois, les personnes qui étaient censées être là pour nous ne le sont jamais. Quand les gens me demandent comment c'était de grandir chez nous, je ne sais jamais par où commencer. De l'extérieur, nous semblions être la famille parfaite, des cartes de Noël en pulls assorties, des sourires assez larges pour convaincre n'importe qui de notre complicité. Mais si vous regardiez assez longtemps, vous remarquiez le schéma, chaque histoire, chaque célébration, revenait d'une manière ou d'une autre à ma sœur cadette, Chloé. Elle était l'orbite de la famille. J'étais l'arrière-plan silencieux, celle qui maintenait l'équilibre du système. Je pensais que c'était normal, la façon dont les yeux de maman s'illuminaient chaque fois que Chloé entrait dans une pièce. La façon dont papa se vantait de ses trophées de danse à chaque dîner. Quand je ramenais des récompenses de la foire des sciences ou des bulletins parfaits, il hochait poliment la tête et changeait de sujet. Maman disait des choses comme « Tu as de la chance, Esther. Les choses sont simplement plus faciles pour ta sœur. » Ce mot, « chance », m'a toujours piqué au vif. Il rendait invisible chaque heure que j'avais passée à travailler. Il y a un album photo quelque part dans le salon de mes parents qui raconte toute l'histoire mieux que je ne le pourrais jamais. Page après page, on y voit Chloé tourbillonnant dans des tutus roses, Chloé soufflant ses bougies, Chloé au bal de promo. J'apparais une fois, peut-être deux, coupé sur le bord ou à moitié tourné. Quand j'avais 16 ans, j'ai trouvé une photo où je me souvenais être juste à côté d'elle, mais dans la version imprimée, mon visage avait disparu, littéralement découpé du cadre. Maman a dit que c'était pour rendre la composition plus nette. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement cessé de m'attendre à faire partie de la photo. Grand-mère Hélène était la seule à l'avoir remarqué. Elle me glissait de discrets mots de réconfort pendant les dîners de famille, se penchant pour murmurer « Ne t'inquiète pas, ma chérie. » Certaines personnes ne voient que ce qui brille. Elle avait une façon de dire les choses qui vous faisait sentir vue, sans avoir besoin de vous expliquer. Ma cousine Rachel, aussi, était toujours celle qui se souvenait de mes anniversaires, après que mes parents avaient oublié. Mais le favoritisme n'explose pas du jour au lendemain. Il s'infiltre lentement, jusqu'à ce que le silence semble plus sûr que la confrontation. Une fois adulte, c'était devenu un langage à part entière. Quand Chloé a oublié ma remise de diplôme universitaire, maman a appelé ça un simple malentendu. Quand elle a emprunté de l'argent et ne l'a jamais rendu, papa a dit qu'elle cherchait encore sa voie. Alors, quand le texto pour le mariage est arrivé, je n'ai pas été choqué. Cela confirmait simplement ce que j'avais toujours su. J'avais passé ma vie à être celle qui s'adapte, celle qui se plie pour que les autres puissent rester à l'aise. Mais ce soir-là, assise à regarder le message de maman, quelque chose a changé. Pour une fois, je ne me suis pas plié. J'ai regardé autour de mon appartement, le doux bourdonnement du frigo, l'odeur des bougies au cèdre que j'avais allumées pour me calmer. Mes faire-part de mariage étaient encore empilés proprement sur le comptoir, chacun écrit à la main, scellé à la cire dorée. Je les avais imaginés, fièrement exposés sur le réfrigérateur de mes parents. Maintenant, je les imaginais non ouverts, jetés de côté pour l'événement fastueux de Chloé. Et pourtant, sous la douleur, un calme étrange se formait, une prise de conscience silencieuse que c'était ma chance d'arrêter de mendier une place à leur table. 2 jours après ce message, Chloé a appelé, comme si de rien n'était. Sa voix était vive, mielleuse, le genre de voix qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. « Tu te rends compte ?» a-t-elle dit. Le lieu que nous voulions s'est libéré à la dernière minute. C'est le même week-end que le tien, mais ce n'est pas grave, n'est-ce pas?
Tu es sur la côte ouest, nous sommes à Boston. C'est le destin. Le destin. Elle a vraiment utilisé ce mot, comme si elle venait de citer une carte de vœux. Pendant quelques secondes, je ne pouvais même pas parler. J'écoutais simplement le tintement de ses bracelets à travers le téléphone, et j'ai réalisé qu'elle attendait que je la félicite. C'est génial, Chloé, ai-je dit en gardant ma voix neutre. Vraiment. Un timing parfait. Elle a gloussé. Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été si raisonnable. Raisonnable. C'était mon rôle assigné dans le scénario familial. Stable, mature, prévisible. Celle sur qui il pouvait compter pendant qu'il cédait à la moindre de ses impulsions. Le soir suivant, maman a appelé. Sa voix avait ce ton prudent qu'elle utilisait quand elle s'apprêtait à me décevoir, mais ne voulait pas se sentir coupable. Ma chérie, commença-t-elle, à propos des dates de mariage. La famille du fiancé de Chloé ne peut que ce week-end-là. Elle est très émotive en ce moment, et ça signifierait tellement si tu pouvais être flexible. Flexible. Un autre mot qui me définissait autrefois. J'ai demandé calmement, alors, vous voulez que je déplace mon mariage? Maman a hésité. Nous pensons juste que ce serait plus simple pour tout le monde. Tu es si indépendante, Esther. Tu comprendras. L'ironie a failli me faire rire. Plus simple pour eux. Pour elle. Pas une seule fois elle n'a demandé ce que cela me coûterait. Maman, ai-je dit lentement, vous aviez promis d'être là. Elle a soupiré, un soupir long hélas, comme si c'était moi qui n'étais pas raisonnable. Il ne s'agit pas de choisir un camp. C'est juste de la logistique. Ce mot, logistique, m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. C'était toute ma carrière, le domaine autour duquel j'avais bâti une entreprise. La logistique signifiait précision, intégrité, équité. Mais dans le dictionnaire de ma famille, ce n'était qu'une autre excuse pour la trahison. Cette nuit-là, j'ai appelé mon père. Il a répondu avec son ton calme et pratique habituel. Izzy, tu sais comment est ta sœur. Si nous n'y allons pas, elle le prendra personnellement. Tu as toujours été la plus forte. Je me suis mordu l'intérieur de la joue jusqu'à sentir le goût du sang. Donc, tu dis que c'est encore à moi de comprendre? Il n'a pas répondu. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Pendant un long moment, je suis resté assise dans le noir. Le seul son était le faible bourdonnement du réfrigérateur et l'horloge qui passait minuit. La lumière de ma bague de fiançailles a attrapé le coin du comptoir, projetant de petits reflets sur le mur, comme les fragments de quelque chose que j'avais essayé de maintenir trop longtemps. C'est là que j'ai eu le déclic. J'ai réalisé que ma famille n'était pas cruelle de manière bruyante et évidente. Leur arme était l'omission, me laissant hors des photos, hors des conversations, hors des listes de priorités. On m'avait appris à interpréter le silence comme de l'amour. Pas cette fois. J'ai fermé mon ordinateur portable, ouvert mes favoris de voyage, et cliqué sur une annonce que j'avais sauvegardée il y a des mois. Une villa en pierre en Toscane, entourée d'oliveraies. Les photos brillaient comme un rêve, une lumière dorée sur des murs en terre cuite. S'il ne venait pas pour moi, je construirais quelque chose qu'il ne pourrait jamais ignorer. Le lendemain matin, j'ai réservé un vol pour l'Italie. Pas d'annonce, pas de discussion de groupe familial, pas d'adieu dramatique, juste une seule décision prise en silence. Quand l'avion est descendu sur les collines de la Toscane, la lumière était différente, plus douce, presque indulgente. J'ai loué une petite voiture et j'ai conduit sur des routes sinueuses bordées de cyprès, jusqu'à la villa que je n'avais vue qu'en photo. Elle était plus vieille que je ne l'avais imaginé. Des murs de pierre couleur de miel, des volets en bois craquelés par le temps, des oliviers s'étendant au-delà de l'horizon. Le gardien, un homme âgé nommé Signor Rossi, m'a tendu un trousseau de clés et m'a dit dans un anglais prudent, « Cet endroit attend quelqu'un qui le voit. » Pour la première fois depuis des mois, je me suis senti vu. À l'intérieur, l'air sentait la terre et la poussière, comme un lieu qui se souvenait de chaque voix qui avait un jour résonné en lui. En marchant de pièce en pièce, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une maison. C'était une toile vierge, une chance de reconstruire mon histoire sans que personne ne me coupe au montage. Au cours des semaines suivantes, je me suis consacré à sa restauration. J'ai engagé des artisans locaux qui traitaient chaque poutre et chaque brique comme si elles étaient sacrées. Le son des marteaux et des rires se mêlait au chant des cigales. Chaque soir, je m'asseyais sur la terrasse avec un carnet, dessinant la cour pour le mariage.
Une longue table en pierre sous une canopée de vigne, des guirlandes de lanternes au-dessus. Pas de table d'honneur, pas de hiérarchie de placement, juste une place pour tous ceux qui choisiraient d'être là. Les habitants ont commencé à m'appeler la Signora del Silenzio, la dame silencieuse. J'aimais ça. Mon silence n'était plus une faiblesse. C'était une stratégie. Quand j'ai appelé mon fiancé pour lui expliquer mon plan, il n'a pas posé de questions. Il a simplement dit, si c'est à ça que ressemble la paix pour toi, je suis partant. Et pour la première fois de ma vie, j'ai cru que quelqu'un le pensait vraiment. Une semaine plus tard, j'ai commencé à envoyer de nouvelles invitations. Pas le genre doré et gaufré que j'avais envoyé auparavant, mais de simples enveloppes crème avec des feuilles d'olivier pressées à l'intérieur. Manuscrites, personnelles, sincères. La première est partie pour Rachel, ma cousine, qui n'avait jamais oublié mon anniversaire. Puis pour grand-mère Hélène, qui avait toujours vu clair dans les illusions de la famille. Et une par une, les réponses ont commencé à arriver. Rachel m'a appelé la première. Nous avons entendu ce qui s'est passé. Tante Judy a dit à tout le monde que le mariage de Chloé était l'événement principal. Nous en avons fini de faire semblant. Envoie-nous les détails. Nous serons là. Sa voix s'est brisée à mi-chemin. Pas par pitié, mais par loyauté. À la fin de la semaine, les vols étaient réservés. Grand-mère m'a envoyé un message, j'ai manqué assez de véritable amour dans ma vie. Je serai en Toscane, ma chère. Le groupe de discussion qu'ils ont créé s'appelait « La vraie table familiale ». Des photos de passeports, de valises et des émojis rires remplissaient mon téléphone. Pour la première fois, je ne me sentais pas abandonné. Je me sentais choisi. Et quelque part entre les oliviers et l'odeur du plâtre frais, j'ai réalisé que ce n'était pas une vengeance. C'était une révélation. Le matin des deux mariages est arrivé sous le même soleil, deux mondes se déroulant à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. À Boston, l'air était lourd d'humidité et de nervosité. La salle de bal de l'hôtel scintillait sous les lustres, mais il y avait un malaise que même le fleuriste ne pouvait cacher. La moitié des chaises près de l'avant étaient vides. Maman se tenait près de l'entrée dans sa robe lavande, souriant trop largement, prétendant ne pas remarquer combien de visages familiers manquaient. Papa vérifiait sa montre, puis son téléphone, puis à nouveau la porte. Peut-être que les vols ont été retardés, murmura maman, la voix cassante. Mais personne d'autre ne venait. À l'intérieur, Chloé ajustait son voile pour la 5e fois. Ces demoiselles d'honneur tournaient autour d'elle, chuchotant « Où est grand-mère ?» Elle ne s'asseyait pas toujours au premier rang. Le sourire de Chloé vacilla. « Elle doit être en retard, dit-elle, mais sa voix se brisa. » Le photographe se déplaçait maladroitement, repositionnant les invités pour que la salle paraisse plus pleine. « Peut-être devrions-nous avancer tout le monde, suggéra-t-il doucement. « Bien sûr, dit Chloé, forçant un rire, mais sa main tremblait en serrant son bouquet. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan, la même lumière du soleil se déversait sur les collines ondulantes de la Toscane, se reflétant sur les feuilles d'olivier argentées. La villa brillait comme un tableau, ses murs de pierre enveloppés de vignes, des lanternes se balançant dans la brise. La longue table était dressée sous la canopée de raisins, garnie de bougies, de fleurs sauvages et d'assiettes en argile fabriquées par des artisans locaux. Les enfants de Rachel se poursuivaient entre les arbres. Ellie grattait sa guitare, testant doucement les accords d'une chanson d'amour. Grand-mère Hélène était assise au premier rang, tenant une petite branche d'olivier qu'elle avait cueillie ce matin, un symbole de paix, avait-elle dit. Je me tenais à l'intérieur, regardant par la porte ouverte. Ma robe de mariée n'était ni grandiose ni scintillante, juste de la soie, simple et douce, captant la lumière de l'après-midi. Lucia, la chef locale devenue une amie, a épinglé un brin de feuilles d'olivier dans mes cheveux et a murmuré, pour la bonne fortune et pour la vérité. Quand je suis sorti, la brise a soulevé le voile de mes épaules. Les invités se sont tournés, leurs visages rayonnant dans la lumière dorée. Grand-mère s'est levée la première, les yeux brillants. La voilà, dit-elle doucement, et pour la première fois, je l'ai cru. Il n'y avait pas d'orchestre, pas de chorégraphie, juste la guitare d'Ellie, le bruissement des vignes, et le son des gens qui avaient choisi d'être là. En descendant l'allée, j'ai pensé à chaque chaise vide qui avait autrefois représenté une absence, anniversaire, remise de diplômes oubliés, silence non comblé pris pour de la paix. Mais ici, chaque siège était occupé. Chaque regard rencontrait le mien, sans faillir. L'officiante, une amie locale de Lucia, parlait dans un anglais mélodieux.
L'amour ne se mesure pas au nombre d'invités, mais à ceux qui se présentent. Ces mots ont résonné profondément en moi. Quand ce fut mon tour de parler, je n'ai pas lu de papier. Mes vœux sont sortis comme un souffle. À ceux qui sont là, ai-je commencé, la voix stable. Cet amour est pour vous. Pour ceux qui ont cru en moi avant même que je prouve que j'étais assez. Pour ceux qui sont restés quand ce n'était pas pratique. Rachel a essuyé ses larmes. Grand-mère a hoché lentement la tête, murmurant « C'est ma fille ». Quand la cérémonie s'est terminée, les applaudissements se sont élevés, non pas forts, mais chaleureux, humains, vivants. La cour s'est remplie de rires et de l'odeur de beurre de truffe et de romarin. Les portes de la cuisine de Lucia se sont ouvertes, laissant passer des plateaux de pâtes faites à la main et de légumes rôtis. Les lanternes au-dessus de nous se sont allumées alors que le ciel virait au violet. Ce n'était pas parfait. C'était réel. Au milieu du dîner, Rachel m'a montré son téléphone. Ils en parlent déjà, dit-elle en riant à moitié. Des photos avaient commencé à circuler dans les groupes de discussion familiaux, les bougies, la villa, la table brillant sous les vignes, grand-mère riant avec le bras d'Ellie autour de son épaule. En quelques heures, les images ont atteint Boston. Dans la salle de bal, Chloé posait pour son portrait de couple quand une des demoiselles d'honneur a eu un hoquet en regardant son téléphone. « Attends, ce n'est pas ta famille, ça ? Ils sont en Italie. » Quoi ? Chloé a froncé les sourcils, arrachant le téléphone. Sur l'écran, il y avait une photo de mon mari et moi, debout sous le ciel toscan, des lanternes brillant derrière nous, notre famille souriant autour de la table. Grand-mère brandissant sa branche d'olivier. Les enfants de Rachel jetant des pétales. Chloé s'est figée. Le photographe a hésité, abaissant son appareil photo. Le murmure a commencé doucement, puis s'est propagé. Ce ne sont pas tante Marianne et oncle Ray ? Je pensais qu'ils étaient censés être ici. Maman s'est penchée par-dessus l'épaule de papa, les yeux se plissant sur le téléphone. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle chuchoté. Le visage de papa est devenu blême. C'est le mariage d'Esther. Le souffle de Chloé s'est coupé. Ils sont allés au sien. Maman n'a pas répondu. Le silence qui s'est étiré était plus fort que n'importe quel éclat de voix n'aurait pu l'être. Les invités se sont agités, mal à l'aise. Quelqu'un a toussé. L'orchestre a continué à jouer, essayant de combler la tension, mais même la musique sonnait creux. Quand l'officiant a porté un toast à l'unité familiale, personne n'a levé son verre. De retour en Toscane, les rires fusaient dans la cour alors que Lucia versait du vin dans les verres et disait « Mangez, buvez, et souvenez-vous pourquoi vous êtes venus. » Grand-mère s'est penchée sur la table et a pris ma main. « J'ai attendu longtemps pour voir ça, Esther, dit-elle. Voilà à quoi une famille était censée ressembler. » La nuit s'est approfondie en teintes d'or et de violet. Quelqu'un a mis une chanson lente, et les invités ont commencé à danser pieds nus sur le sol en pierre. Pendant un instant, je me suis éloigné, marchant vers l'oliveraie. L'air sentait la fumée de bois et la lavande. La villa derrière moi brillait de vie. Mon téléphone a vibré sur la table, des messages, des appels manqués, des messages vocaux non lus. Je ne les ai pas ouverts. Je n'en avais pas besoin. À Boston, la voix de maman tremblait alors qu'elle appelait à nouveau, cette fois en laissant un message. « Esther, comment as-tu pu nous faire ça ? Tout le monde en parle. Nous avons eu l'air de parfaits idiots. » Je l'ai écouté le lendemain matin, en sirotant un café sous le même olivier où j'avais prononcé mes vœux. Le soleil se levait, colorant les collines d'ambre. J'ai appuyé sur lecture une fois de plus, puis je l'ai supprimé. Ils pensaient que l'humiliation était la punition. Ce n'était pas le cas. La vraie conséquence, c'était de réaliser que j'avais avancé sans avoir besoin de leur permission. Les photos ont continué à circuler en ligne, partagées par les cousins, republiées par les amis. L'image de grand-mère levant sa branche d'olivier est devenue le symbole silencieux de notre réunion. Pas de légende, pas d'explication, juste la vérité. Pendant des années, ils m'avaient découpé de leurs photos. Cette fois, je n'ai pas eu besoin de me battre pour avoir une place dans les leurs. J'avais construit mon propre cadre, et je l'avais rempli de lumière. La semaine après les mariages, la Toscane est redevenue silencieuse. Les lanternes ont été enlevées. Les rires se sont estompés dans la mémoire, mais l'air portait encore la chaleur de ce que nous avions construit. La longue table était maintenant vide, parsemée de pétales séchés et de taches de vin, preuve que quelque chose de réel s'était produit là.
Un matin, alors que je rangeais les dernières décorations, mon téléphone a sonné. Maman. Un instant, j'ai failli laisser le répondeur, mais quelque chose en moi a dit « Réponds ». Pas pour eux, pour toi. Sa voix était tremblante, sur la défensive. Esther, as-tu la moindre idée de la honte que nous avons ressentie? Tout le monde au mariage de Chloé parlait de ton petit événement en Italie. Tu nous as fait passer pour des gens sans cœur. J'ai pris une lente inspiration, regardant la lumière du soleil ramper sur le sol. Je ne vous ai fait passer pour rien du tout, maman, ai-je dit d'un ton égal. J'ai juste donné aux gens une chance de voir la vérité. Il y eut un silence sur la ligne, puis un soupir tremblant. Tu as toujours été si froide. Nous essayons juste de maintenir la paix. Avant que je puisse répondre, une autre voix s'est fait entendre, celle de grand-mère. Judy, ça suffit, dit-elle, ferme mais calme. Tu as passé des années à demander à cette fille de se faire toute petite pour votre confort. Maintenant qu'elle se tient enfin droite, tu appelles ça de la cruauté. Non, ma chère, ça, c'est la liberté. Maman n'a plus rien dit après ça. L'appel s'est terminé doucement, comme une porte qui se ferme sans claquer. Je suis sorti dehors, les oliviers se balançant doucement dans la brise. Lucia est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. Tout va bien? J'ai souri faiblement. Mieux que bien. C'est enfin calme, de la bonne manière. Elle a regardé vers la longue table et a dit doucement, alors mangez, signora. Vous avez mérité la paix. Ce soir-là, j'ai dressé une dernière assiette au bout de la table, à la place qui avait toujours été vide. J'ai noué un petit ruban vert olive autour de la chaise et j'ai murmuré, pour la fille qui attendait autrefois d'être choisie. Le vent a soufflé à travers les vignes comme un doux soupir, et pour la première fois, je ne me suis pas senti oublié. Je me suis senti libre. Plus tard, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, j'ai versé un verre de vin et j'ai pensé aux paroles de grand-mère. L'amour, ce n'est pas de la gestion, c'est être présent. Elle avait raison. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour une place à la table de quelqu'un d'autre. Construisez la vôtre, et les bonnes personnes trouveront leur chemin jusqu'à elle. Si cette histoire a résonné en vous, partagez vos pensées dans les commentaires. Dites-moi d'où vous regardez. Et souvenez-vous, parfois, la vengeance la plus silencieuse est la paix. Abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci.